Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Bonjour Denis. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. En début de semaine, on a eu au nom du patronat, le président du MEDEF, Patrick Martin, qui a lancé une mise en garde, sans citer de parti politique, qui était visé donc par son message, sans citer personne. Certains ont dit que c'était trop timide, et même on voit Bruno Le Maire, Roland Lescure, tous deux ministres, demander au monde économique de se réveiller, de faire barrage à l'extrême droite, à l'extrême gauche, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne, où on a vu BMW, Siemens ou encore BASF, qui ont signé une tribune contre la formation politique d'extrême droite, l'AfD, Alternative für Deutschland. À tort ou à raison, vous en pensez quoi dans ce débat-là? C'est le rôle ou pas du patronat, du monde économique, de dire attention, ces mesures-là, c'est dangereux pour l'économie, pour les entreprises? Oui, c'est le rôle effectivement d'apprécier des mesures, l'impact que cela peut avoir sur la compétitivité, la croissance des entreprises, leur De développement. manière complètement économique. De manière totalement économique. Apolitique. Exactement, de manière apolitique, d'apprécier véritablement ce que l'on peut attendre de différentes mesures. Et donc, au début de la semaine, il y avait encore quand même beaucoup de flou sur le contenu des programmes. Ce flou est en train de s'évacuer petit à petit, avec ce qui a été annoncé notamment aujourd'hui par le Front populaire, avec ce qui commence à se dessiner sur le Rassemblement national et dont on voit bien que ce qui était annoncé en 2022 n'est pas forcément la bonne référence pour ce qui est, du point de vue de l'économie, en point de visée par le Rassemblement national. Est-ce que, par exemple, chez Rexecode, vous pourriez aussi, quand on y verra plus clair, et on commence à y voir plus clair sur les mesures des uns et des autres, dire attention, ça pour l'entreprise c'est bien, ça c'est dangereux, ça va coûter tant à la société, tant aux entreprises? Oui, c'est votre rôle, est-ce que vous allez le faire? Alors, on ne s'est pas encore positionné sur le fait qu'on le fasse. Il faut déjà comprendre. Il faut se dépêcher, oui, il faut se dépêcher. Non, mais déjà, dans un premier temps, il faut essayer de bien comprendre les éléments qui ont été évoqués. Par exemple, on fait le rapprochement avec le cas de Liz Truss, qui est l'exemple britannique avec un plan qui avait été annoncé, qui était pourtant favorable, très libéral, baisse d'impôts à tous les étages. Oui, mais absolument pas financé, mais non financé. Et donc, ça a montré quand même l'incompétence économique crasse. Et on a vu combien la corde de rappel de marché a été tirée quand même assez rapidement. Donc, il faut déjà comprendre comment peuvent intervenir ou pas des contraintes budgétaires avant d'imaginer si déploiement économique il peut y avoir. Je pense qu'une des premières choses qu'auront à faire les nouveaux gouvernements qui interviendront, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ce sera de convaincre Bruxelles du sérieux budgétaire qu'ils vont mettre en place, de convaincre véritablement aussi l'ensemble des investisseurs, réunir les investisseurs de place pour leur dire ce qu'ils font véritablement à ce moment-là. Il y a zéro marge de manœuvre, on est à plus de 5% de déficit. Et c'est pour ça que ce travail de conviction sera quand même extrêmement compliqué à faire. Alors pour revenir sur ce que l'on peut faire en tant qu'expert économique, ce que l'on peut regarder, c'est de prendre chacune des mesures et de se dire quel impact est-ce que une fois, le politique dit mouillez-vous un peu. Oui. Et c'est vrai que la politique économique d'Emmanuel Macron a été très favorable aux entreprises, que ce soit les lois d'assouplissement du Code du travail, les baisses d'impôts sur les sociétés, des impôts de production, enfin tout ce qui a été fait. Et non Oui, tout à fait. Non, mais ça a été effectivement très favorable. Avec également, ce qui est frappant, c'est qu'on ne voit pas le rendement d'une certaine manière. Rappelez-vous, en 2017, ce qui était... En 2017, un président a été... Il peut prendre son téléphone, coupez-le, c'est pas grave, coupez-le, on sera tranquille. Ok, en 2017, vous avez eu un président de la République qui avait conditionné le fait qu'il se représentait au fait qu'il inversait la courbe du chômage. À ce moment-là, toute la préoccupation, elle était autour du chômage. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 2 points de baisse du taux de chômage. 2 points de baisse du taux de chômage, 2 millions d'emplois créés. Et au total, on n'en parle plus du tout. Donc le rendement économique, ce qui a marché, au total, on a créé énormément d'emplois, mais au total, c'est relativement inaperçu. Et donc, toute la question est de savoir si est-ce qu'on doit apprécier des mesures économiques à l'aune de l'impact positif qu'elles peuvent avoir sur l'économie, ou est-ce qu'il faut mettre en garde sur des mesures qui seront adoptées. Et c'est vrai que dans le programme du Rassemblement national, dans le programme... Vous voulez me dire quoi là? Excusez-moi, vous m'avez perdu là. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est très inaudible de voir apparaître les effets positifs de mesures de politique économique. C'est assez surprenant, mais en réalité, le travail que l'on a à faire, c'est plus un travail en défensif, c'est-à-dire que c'est très compliqué de faire un travail, c'est de faire un travail en défensif, c'est-à-dire de regarder ce qui peut faire dériver
une économie, donc dans les mesures, par exemple l'indexation des salaires sur les prix, est-ce que c'est efficace ou pas? Et ça, en fait, on se rend compte que ça a un effet qui est défavorable à long terme sur l'économie, alors que des mesures qui seront très pro-business au total qui ont un rendement, et ce rendement il a été très fort, et ça se voit en termes d'emploi, ce rendement a été extrêmement important. Voilà, je suis désolé. Voilà. Ce rendement a été extrêmement important en termes d'emploi, eh bien c'est inaudible. C'est ça qui est extrêmement compliqué, donc on peut mettre... C'est pas tant, le taux de chômage en France qui est passé en 7 ans de 9,5 à 7,5%, 2 millions d'emplois créés, c'est ça? Oui, c'est ça, 2 millions. C'est tangible, c'est factuel. Ah oui, oui, tout à fait. Mais, donc il y a déjà un premier temps qui a un temps de bilan, qui a effectué. Et puis, sauf que les préoccupations se sont déplacées. La préoccupation de 2017, qui était celle du chômage, est devenue désormais la préoccupation en termes de pouvoir d'achat. Et c'est là qu'il y a un basculement qui est extrêmement important. Bon, Bruno Le Maire, ce matin, parle du programme du nouveau Front populaire en disant que c'est un délire total, avec possibilité de sortie de la zone euro. Comment, d'un point de vue, encore une fois, apolitique, économique, comment est-ce qu'on apprécie cette sortie ? Alors, c'est déjà cette sortie, je pense que c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne. Il faut déjà quand même, dans un premier temps, regarder ce qui se... Indexation des salaires sur l'inflation, vous l'avez dit. Oui. SMIC à 1 500 € net et abrogation de la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Ouais. Alors, j'ai pris ces 4-là, je ne sais pas si c'est les... Oui, tout à fait. Non, mais bon, je pense qu'il y en a d'autres. Enfin, on peut avoir, par exemple, les cotisations sociales sur l'ensemble des revenus du capital, la participation, l'intéressement. Enfin, vous avez énormément de choses. Et, on peut dire quand même qu'il y a un programme qui, en 4 jours, monté en 4 jours, est quand même assez copieux. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses. Pour les entreprises, tout ce qu'on a cité, tout ce que vous avez cité, c'est une bonne, mauvaise nouvelle pour les entreprises et pour les salariés? En fait, justement, moi, je serais aussi tenté de regarder, vous le dites, sur les salariés. Par exemple, en étant un peu provocateur, c'est une très mauvaise nouvelle d'avoir une indexation des salaires sur les prix. Ben non. Ben si. Le pouvoir d'achat est conservé. Ben oui, il est conservé, sauf que le salaire va plus vite que le prix. En tendance. Entre 2000 et 2019, vous avez en gros 2,5% d'augmentation par an des salaires, et vous avez les prix qui ont fait 1,4% entre 2000 et 2019. Les salaires vont toujours plus vite que les prix en longue période. C'est parce qu'on a vu pendant la période d'hyperinflation. Entre 2019 et 2023, vous avez 0,7 points d'écart entre l'évolution des prix et l'évolution des salaires en faveur des prix. Les prix ont augmenté plus vite que les salaires. Mais qu'est-ce que l'on voit depuis maintenant 1 an? C'est des salaires qui recommencent à progresser plus vite que les prix. Ouais. Et en réalité, à long terme, les salaires progressent plus vite que les prix. Pourquoi? Parce qu'il y a des gains de productivité dans l'économie. Et les gains de productivité, ça se redistribue. Et notamment, c'est ça qui permet l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Donc, à la limite, on peut faire le jeu pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que l'indexation des salaires sur les prix, si on fait l'indexation stricte, ça veut dire donc que quand les prix progressent peu, et bien à ce moment-là, les salaires progressent au même rythme que les prix. Et donc que tous les gains de productivité ne servent pas à l'augmentation des salaires. C'est évidemment un raisonnement pas l'absurde que je dis là, mais une indexation stricte sur des salaires sur les prix, modulo les périodes extrêmement tendues que l'on a connues en termes d'inflation, c'est néfaste pour le salarié. À long terme, c'est néfaste pour le salaire. Donc, et le SMIC à 1 500 € net? 1600, non. En net, 1500. En net, ah oui, on est à 1400. Oui. C'est pas... C'est du pouvoir d'achat en plus, ça. C'est du pouvoir d'achat en plus, mais c'est aussi un processus qui va ensuite s'étaler dans l'ensemble de la distribution des salaires. Qu'est-ce que l'on voit quand vous avez une augmentation du SMIC qui intervient? En fait, c'est pas immédiatement que les salaires situés juste au-dessus du SMIC ne réagissent, mais ça n'est qu'au bout d'1 an, 2 ans, le temps que la négociation se mette en place. Et donc, vous allez avoir l'augmentation du SMIC dans un premier temps, qui va ensuite percoler sur l'ensemble de l'échelle des salaires. Oui, à condition qu'il y ait véritablement les gains de productivité qui soient associés, à condition qu'il y ait véritablement... Sinon, ce sera pris sur les marges. Sinon, ce sera pris sur les marges. Et elles feront un peu moins de marge, diront certains. Bah oui, mais on a connu déjà des périodes pendant lesquelles vous avez eu des salaires qui étaient indexés sur les prix. Et quand je dis une augmentation du SMIC, oui, pourquoi pas, mais ça se diffuse au final dans l'ensemble de l'échelle. Et quand vous avez des salaires qui augmentent plus vite que les prix, au bout d'un moment, vous avez une déformation du partage à la valeur ajoutée. Une manière de rétablir le partage à la valeur ajoutée qui est quand même extrêmement stable en France. C'est 67% de la valeur ajoutée va au salaire. C'est extrêmement stable depuis maintenant 30 ans. Une des manières dans ce cas de rétablir la part des salaires dans la valeur ajoutée, ce sera de jouer sur l'emploi. Donc peut-être plus de salaires, mais les conséquences en termes d'emploi risquent d'être délétères. La réforme l'abrogation des réformes des retraites et de l'assurance chômage pour les finances publiques, ce serait
Ce serait coûteux. Enfin, c'est intéressant C'est ça de le voir sujet, ou pas, qu'à l'espace. Oui, il y a le sujet, Il y a le effectivement, signal finances envoyé, publiques. il y a le signal qui est envoyé. Ça, c'est clair, c'est un effet de signal, mais aussi plus fondamentalement, c'est la philosophie qui est derrière, parce qu'on n'a pas parlé, par exemple, de la 6e semaine de congé payé, également, qui est mentionnée. Vous avez... Moi, je suis content, la 6e semaine. Moi. Oui, bah, pourquoi pas, mais après tout, on peut tout à fait imaginer travailler moins pour gagner plus. Pourquoi pas? On inverse un petit peu la philosophie que l'on avait en Qui peut 2007. croire qu'on peut travailler moins, gagner plus? Voilà, c'est un peu le sujet. Quand vous êtes déjà dans l'économie ou quand vous prenez le nombre d'heures par salarié rapporté au nombre d'habitants, c'est en France que ce nombre-là est le plus bas. C'est-à-dire que c'est déjà en France, quand on prend la population en emploi, toute la population en emploi, et que l'on prend en compte la population dans tous ces âges dans l'emploi, eh bien à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est en France que l'on travaille le moins. Quelles sont les mesures économiques les plus néfastes pour les entreprises entre les mesures proposées par le RN et par le nouveau Front populaire? Ça, je serais bien en peine de pouvoir le classer, parce que bon, déjà dans le cas du RN, pour l'instant, je crois qu'il y a 2 mesures qui sont annoncées de manière très immédiate, qui est la baisse de la TVA sur L'énergie, le gaz, l'électricité. Bon, ça n'aura pas une incidence forte sur les entreprises. Et il y a une exemption de cotisation si on augmente de 10% les salaires. Bah alors c'est bien ça pour les entreprises. Oui, c'est très bien. Après, ça permet d'augmenter les salaires sans que ça coûte plus cher en termes de cotisation aux entreprises. Oui, mais ça c'est la première année. Qu'est-ce qui se passe la deuxième année? Est-ce que le taux de cotisation, vous le remettez comment est-ce que vous allez calculer la part des cotisations qui sera imputable à l'augmentation de 10% des salaires la deuxième année? Vous m'avez perdu. Ah oui, mais regardez, vous avez augmenté aujourd'hui, vous augmentez de 10% les salaires. Voilà, et donc, je suis exonéré de cotisation. Ouais. Oui, mais les salaires, vous les avez pas seulement une année. Ah oui, les salariés, vous les avez la deuxième année. Donc, la deuxième année, vous maintenez la réduction de cotisation, et auquel cas, vous avez un processus cumulatif. Oui, mais et les nouveaux embauchés, comment est-ce que vous les traitez? Les nouveaux embauchés, vous allez... Votre problème, c'est que ça va coûter cher en termes de cotisation qui ne rentrera pas dans le Et puis vous complexifiez aussi, vous complexifiez énormément. C'est-à-dire que vous avez une partie de salaire qui est exonérée jusqu'à 3 SMIC, parce qu'elle aura été exonérée à un moment donné. Vous avez une autre partie qui ne l'est pas. Enfin, bonjour pour ceux qui fabriquent des logiciels de paye, ça risque d'être quand même aussi une sacrée pétodière. Mais globalement, c'est un peu ce pilotage extrêmement, extrêmement dirigiste de l'évolution des salaires, là où on se rend compte que, en fait, oui, il y a eu un problème, les salaires n'ont pas suivi les prix, parce que le choc d'inflation a été extrêmement soudain, mais quand on le regarde sur 4 années, en fait, les salaires progressent vraiment déjà comme les prix. Et c'est d'une certaine façon l'absence de confiance dans les processus économiques qui se mettent en place. Et ces processus, ils fonctionnent. Oui, les salaires progressent. Alors, quand on est dans une TPE, on ne le voit peut-être pas forcément. C'est vrai qu'il y a des tensions qui peuvent exister, mais il n'empêche qu'au global, vous avez une progression qui est conforme. Quand Emmanuel Macron parle d'appauvrissement de la France avec le programme du RN, on a entendu Gérald Darmanin parler de je ne sais plus quoi non plus, qu'on allait dans le mur, Bruno Le Maire de crise de la dette, délire total ce matin, encore une fois, sur le programme du nouveau Front populaire. Encore une fois, si on est dans l'analyse économique rationnelle, quand on peut qualifier encore une fois les programmes économiques et puis après on passe à autre chose? Je sais que c'est difficile, mais quand même, au vu de ce qu'on sait. Un programme économique s'envisage par rapport à un contexte. On est déjà dans un contexte 5,5 points de déficit public. Et donc, en fait, on ne peut pas faire fi justement de l'environnement. Enfin, dans tous les pays européens. Pourquoi ne pas s'asseoir? C'est un peu quelque part ce que veut faire le Front populaire, s'asseoir sur les règles aussi. Et se dire qu'on peut continuer à tirer sur la corde et à s'endetter. Je pense que les Italiens sont à 7% de déficit. Oui. On est à 5,5 encore. Oui, tout à fait. Et en plus, d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure avec vos précédents invités, sur le taux italien, il ne s'est rien passé quand les Italiens ont annoncé un déficit public à 7 points de Exactement. 7 points de Donc peut-être qu'il y a encore un petit peu de marge alors. Oui, sûrement. Mais quand vous êtes le seul dans un espace européen à jouer cette partition du cavalier seul, que vous avez déjà un track record. On est deux. On est deux. On est deux. On serait deux. On serait deux avec l'Italie. Mais quand vous avez un track record qui est quand même pas exceptionnel en matière de pilotage de vos comptes publics, que vous êtes désormais quasiment le seul pays de la zone euro à ne pas revenir dans des clous budgétaires. Bonjour pour l'exercice de conviction, pour faire l'exercice de conviction auprès de Bruxelles, et donc d'arriver à embarquer tous vos partenaires. Et puis on se dit, mais de toute façon la BCE est toujours là, la BCE intervient, et c'est vrai que quand vous regardez la dette italienne,
l'augmentation de détention de la dette italienne par l'eurosystème depuis 2019 est supérieure à l'augmentation de la dette italienne. Dans le cas de la France, l'eurosystème a acheté les 5/6e de l'augmentation. L'eurosystème, c'est l'ensemble du système des banques centrales, nationales qui composent la BCE. Conclusion. Donc vous avez déjà la BCE qui intervient. Donc on se dit, c'est très bien. Ah, mais c'est vrai. Mais oui, est-ce qu'elle ne pourrait pas intervenir plus? Imaginons qu'il y ait une tension encore plus forte sur la dette souveraine française. Oui. Est-ce que la BCE, elle fait quoi? Est-ce qu'elle se dit, oh là là, comme pour la Grèce, j'interviens elle peut intervenir pour aider la France et éviter une contagion aux autres pays, éventuellement une implosion de la zone euro? Parce que la Grèce, c'est quelques pouillèmes du PIB de la zone euro. La France, c'est quoi? C'est 15 Oui, 20%? c'est 20, peut-être 20. 17, un truc comme ça. De mémoire. Mais oui, la BCE peut intervenir. En plus, elle a le dispositif qui lui permet de le faire de manière discrétionnaire, dans le sens où je peux privilégier l'intervention auprès d'un pays par rapport à d'autres. Auparavant, elle devait suivre la clé de répartition de son bilan. C'est-à-dire que la France fait 17% du bilan de la L'Allemagne, BCE. 22, 25. Donc, voilà. Et donc, elle devait acheter des titres de dette à hauteur de la clé de répartition. Elle s'est dotée d'un outil qui lui permet d'intervenir à discrétion. Mais sauf que cette discrétion, elle est associée aussi à une trajectoire budgétaire. Ça ne sera pas gratuit. Si la BCE intervient, elle dira, moyennant un rétablissement, une consolidation. Voilà, moyennant une trajectoire qui fait sens. Donc oui, il va falloir discuter avec ceux qui nous financent à un moment ou un autre. Et en fait, la meilleure manière de restaurer une véritable indépendance par rapport au marché financier, ce qui est un peu le point d'horizon que l'on imagine dans les programmes, qu'ils soient le Rassemblement national ou qu'ils soient Front populaire, eh bien la meilleure manière de s'assurer de l'indépendance, c'est de retrouver du sérieux budgétaire. Et là, je ne suis pas certain qu'on y soit complètement. Parce que 2025, on sera face à un mur budgétaire, il faut quand même le rappeler. 2025, oui, ce sera un peu l'heure de vérité. C'est censé être l'heure de vérité pour nos comptes publics et on se dit que peut-être pas. Oui, rappelons-nous quand même qu'il y a déjà eu un plan à 10 milliards qui avait été adopté en février. Il y en avait un autre qui était en préparation pour la deuxième partie de l'année. Et puis ensuite, 20 milliards d'économies budgétaires qui étaient attendues pour 2025. Ça paraissait éloigné, ça. Donc oui, mais vous voyez aussi la différence entre l'image qui est donnée entre les programmes du Rassemblement national et les programmes du Front populaire. Le Rassemblement national dit qu'il va bientôt annoncer un programme d'économie. Je suis assez impatient de les voir. Pour l'instant, tout ce qui a été mis en face, c'est la lutte contre la fraude. Bon, c'est un peu une corde un peu éculée. La lutte contre la fraude, on nous la sort à chaque fois. Donc, vous voyez que vous aviez d'un côté une trajectoire qui impliquait 30 milliards d'économies de dépenses qui n'étaient pas d'ores et déjà documentées. Et vous avez en face des mesures qui sont extrêmement dispendieuses. Donc, il fallait déjà faire. Donc, ça veut dire moins 30 plus tout le substrat qu'on est en train de mettre. Voilà, sachant qu'on finit là-dessus, Denis, il y a la croissance française la Banque de France qui maintient sa prévision, c'était hier avant-hier, de 0,8% pour la France en termes d'activité cette année, sachant que ces prévisions ne tiennent pas compte évidemment de l'instabilité politique. Donc on dit que 0,8 ce serait dans le meilleur des cas, non ? Oui, 0,8. Alors, en plus, c'est intéressant de bien décomposer ce qui est en sous-jacent, c'est-à-dire que ce qui freine fortement la croissance désormais, c'est l'investissement des entreprises. Alors que l'investissement avait été positif jusqu'en 2023, désormais, il exerce une contribution négative à la croissance. Et cela tient aussi à la fragilisation du système productif, où on voit la montée du nombre de défaillances, et également, d'une certaine façon, l'augmentation du coût du risque dans le système bancaire, parce que les entreprises qui sont défaillantes sont des entreprises qui actuellement sont de plus grosse taille moyenne que ce que l'on voyait habituellement. Et donc, elles ont des crédits auprès du système bancaire qui sont quand même assez importants. Quand on regarde ce que représentent les défaillances d'entreprises en termes de proportion du crédit à l'économie, c'est 0,56%. On peut dire que ce n'est pas énorme, mais c'est le même niveau qu'en août 2009, qui n'était quand même pas une période extrêmement sereine. Donc il y a quand même un risque, on est au niveau record pour cette proportion. Et donc il y a quand même un risque qui est embarqué, qui est en train de se propager petit à petit dans les bilans bancaires. Ça fera une augmentation du coût du risque, et donc ça limitera aussi la baisse des taux dont vous parliez juste précédemment. Eh bien, c'est réjouissant tout ça. Oui, tout à fait. Oui. Bon, merci de passer nous voir. Denis Ferrand, directeur général de Rexeco, d'inviter la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.